Ma mère m'a contrainte de céder ma chambre à sa belle-fille, alors même que j'y habitais encore. Elle m'a dit que je pouvais dormir par terre jusqu'à ce que je me débrouille. Je n'ai pas discuté. Puis j'ai acheté la maison voisine et j'y ai fait construire une piscine donnant directement sur leurs fenêtres. Bonjour, je suis Cléo. Avant de plonger, à quelle heure écoutez-vous Ceci est doux? Laissez un commentaire, nous serions ravis de le savoir. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur du carton humide, poussiéreux, un carton qui ne m'appartenait pas. Je me suis figé dans l'embrasure de ce qui était ma chambre, fixant une pile de cartons étiquetés chandail de Romy, photo de Romy, ne pas plier. Les cartons étaient posés sur mon ancien bureau, les tiroirs de ma commode étaient à moitié ouverts et vides, comme si quelqu'un avait emballé ma vie sans me le dire. J'ai laissé mon sac d'école près de la porte, toujours dans ma chemise de travail et mon cordon du collège où je travaillais comme suppléante. Le soleil méridional n'avait même pas encore couché, mes chaussures étaient encore chaudes du parking. Je suis sorti de la chambre à reculons et j'ai appelé dans le couloir, « Maman ?» Elle était déjà là, appuyée contre le mur, bras croisés, visage illisible, comme si elle avait répété ce moment. Je ne savais pas que Romy venait, ai-je dit, la voix brisée. Elle reste quelques jours. Sa réponse était calme, mesurée, pratiquée. Elle ne vient pas en visite, Romy emménage. Une pause. Elle prend la chambre. J'ai cligné des yeux. J'habite encore dans cette chambre. Tu n'es plus une enfant, Cléo. Il est temps que Romy ait de l'espace pour grandir. Grandir en quoi, voulais-je demander. Elle avait 22 ans, des partenariats Instagram et des bagages de créateur rose. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'espace, c'était de conséquences. Je paie le loyer, ai-je dit doucement. J'achète des produits d'épicerie, je couvre la facture d'internet. Maman a fait un geste de la main, balayant tout cela comme de la poussière sur un comptoir. Et tu seras toujours la bienvenue ici pendant que tu te débrouilles. Le canapé ou le sol, ce qui te convient. Elle l'a dit avec une douceur qui semblait plus cruelle que si elle avait crié. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, pieds nus sur le parquet, mes clés pendantes à mes doigts, essayant de comprendre que je venais d'être expulsé de mon propre espace par une fille qui faisait partie de cette famille depuis moins de 2 ans. Comme sur commande, Romy s'est pavanée dans le couloir derrière elle, traînant une valise à roulettes. Ses lunettes de soleil surdimensionnées étaient toujours perchées sur sa tête. Elle m'a regardé, a cligné une seule fois des yeux, puis a souri. Oh, ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ça sente toujours toi là-dedans, a-t-elle ri en jetant son sac à main sur mon lit. J'ai entendu la porte moustiquaire des voisins grincer. Madame Dubois se tenait maladroitement sur son porche, faisant semblant de vérifier ses fougères suspendues tout en regardant le chaos se dérouler. J'ai essayé de ne pas croiser son regard. J'ai dégluti difficilement. Mon corps est resté droit, mais tout à l'intérieur de moi a commencé à vaciller. Plus tard cette nuit-là, après que la porte d'entrée se soit refermée et que la maison se soit installée dans le silence, je me suis assise sur le tapis du salon à côté de mon sac de voyage. Le ventilateur bourdonnait. J'ai laissé les lumières éteintes. Je me suis souvenu des 3800 € que j'avais prêtés à ma mère l'année dernière, quand elle avait dit que les réparations du toit avaient dépassé le budget. Elle ne me les a jamais rendus. Elle n'a même jamais dit merci. Et puis le souvenir qui me piquait toujours le plus, lors d'une réunion à l'église l'automne dernier, je l'ai entendu dire à sœur Agnès, Cléo ne semble pas pouvoir s'en sortir, la pauvre. Elles ont ri. Je me tenais derrière un rideau avec mon assiette en carton de pudding à la banane et les avalais comme des cailloux. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Pas de la rage, pas de la pitié, juste l'érosion lente de la foi que j'avais que cette maison me considérait encore comme un membre de la famille. À minuit, j'ai tranquillement emballé l'essentiel dans un sac. Je n'ai pas claqué de porte ni laissé de note. Je me suis juste glissé dehors. L'air nocturne était dense et chaud. Je me suis glissé derrière le volant de ma vieille Citroën et j'ai roulé 2 pâtés de maison plus loin, puis j'ai fait demi-tour. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, moteur éteint, phares éteints. J'ai incliné le siège et me suis recroquevillé avec mon sac à main comme oreiller. La tapisserie sentait encore la lavande de mon spray de classe. Au matin, les fenêtres étaient embuées. Des arroseurs sifflaient depuis la pelouse. J'ai entrouvert la fenêtre pour respirer à travers la brume. J'ai vu Romy rire dans la cuisine, son reflet passant devant la fenêtre, tenant ma tasse. J'ai tourné la tête de l'autre côté.
De l'autre côté de la rue, la maison d'Axangrave côté avait un nouveau panneau à vendre. Il chancelait légèrement dans la brise, comme s'il avait été planté la veille. Poteau blanc, lettres rouges. Je l'ai fixé longtemps. Quelque chose en moi ne s'est pas endurci, ça s'est clarifié. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas en quête de vengeance, mais s'ils voulaient que je parte, ils auraient dû être plus prudents quant à ce que je verrais ensuite. Le moteur ronronnait doucement sous moi, mais je ne l'ai pas encore coupé. Je suis resté là un instant de plus, dans l'ombre, devant la seule maison que j'avais jamais appelée chez moi jusqu'à la semaine dernière. De cet endroit, je pouvais encore entendre les rires à l'intérieur, le gloussement de Romy étant le plus fort, et je pouvais encore voir la lumière du Porsche clignoter au-dessus de la porte, comme si elle ne savait pas si elle devait me retenir ou me laisser partir. Mais ce scintillement, cette hésitation, n'avait plus d'importance. Le lendemain matin, je me suis réveillé non pas au lever du soleil, mais au craquement des planchers et au doux grognement d'un vieil homme déplaçant ses genoux en bas. Monsieur Henry m'avait prévenu que la chambre d'amis était petite, et il ne mentait pas, elle contenait à peine le lit simple, une commode bancale et une table de chevet avec une lampe ébréchée qui cliquait 3 fois avant de rester allumée. Mais la fenêtre avait une vue à laquelle je ne m'attendais pas. De cette fenêtre, je pouvais voir mon ancien jardin pas métaphoriquement, littéralement. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, encore groggy d'une autre nuit de sommeil raide. Dehors, Romy s'étirait dans une pose de yoga, son haut-parleur Bluetooth diffusant quelque chose de bruyant et pop qui ne correspondait pas à la quiétude du matin. Elle portait mon ancien sweat à capuche universitaire comme si elle l'avait toujours eu, les bras levés vers le soleil comme une scène de publicité. À quelques mètres, ma mère était assise en robe sur une chaise de jardin, avec son café, le visage incliné, comme si elle était enfin en paix. En paix après m'avoir poussé dehors comme de l'air vicié. J'ai lentement tiré le rideau et les laissé retomber, coupant la vue, mais pas avant que ce moment ne se loge quelque part entre mes côtes. Cet après-midi-là, j'ai aidé Monsieur Henry avec ses sacs d'épicerie, partagé un déjeuner tranquille et écouté poliment ses nouvelles concernant sa tension artérielle, le raton laveur qui était entré dans son abri de jardin et sa fille qui n'appelait plus. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais soudainement besoin d'un endroit où rester, et je ne l'ai pas proposé. Mais cette nuit-là était différente. L'odeur de barbecue a flotté par la fenêtre ouverte de la chambre d'amis juste après 18 heures. J'ai levé les yeux de mon bloc-notes, essayant d'organiser un plan de recherche d'emploi, quand j'ai entendu des chaises pliantes racler contre le ciment et un éclat de musique résonner d'Axangrave côté. Je me suis levé, j'ai tiré le rideau d'1 centimètre et j'ai regardé. Il y avait des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus du jardin, comme si c'était un mariage. 2 longues tables garnies de plats que je reconnaissais des vieux plateaux de garage qui n'avaient pas été utilisés depuis notre réunion de famille il y a 6 ans. Les gens ont commencé à affluer, des visages que je n'avais pas vus depuis avant la pandémie, tous s'embrassant et riant comme si rien ne s'était jamais brisé. J'ai vu ma cousine Clémence, elle avait une fois pleuré sur mon canapé à cause de son divorce, j'ai vu tante Geneviève, celle qui avait emprunté mon mixeur et ne l'avait jamais rendu, et oncle Laurent, qui m'appelait le petit et me glissait des billets de 20 € aux anniversaires. Ils souriaient tous, ils trinquaient tous, et aucun d'eux ne m'a regardé. Depuis le patio, Romy se tenait avec un verre de vin levé haut. À de nouveaux chapitres, a-t-elle dit à voix haute. Et un espace légitime, a dit ma mère, elle a vraiment applaudi. Quelqu'un près du grill a murmuré, elle a enfin déménagé, n'est-ce pas? Je n'ai pas tressailli. Pas à ce moment-là. Mais quelque chose s'est replié en moi et ne s'est plus jamais déplié. J'ai fermé le rideau et me suis assise sur le lit. Ma poitrine était serrée, pas lourde, juste plus serrée qu'avant. J'ai cherché le petit carnet que je gardais près de la lampe et j'ai tourné à une page que je n'avais pas regardée depuis des mois, un reçu de Cand était payé avec ma prime cette année-là quand le père de Romy ne pouvait pas le couvrir. J'avais rempli les formulaires, préparé ses déjeuners, et même fait l'aller-retour d'1 heure pendant 2 semaines d'affilée. J'avais aidé à lui tresser les cheveux un matin quand sa propre mère avait oublié d'appeler, et c'est moi qui étais resté éveillé avec elle quand elle avait fait ce cauchemar d'être laissée pour compte à une station-service. 2 ans. Je n'ai pas seulement partagé une maison avec elle, je l'ai aidée à grandir. Maintenant, elle se tenait dans mon ancienne chambre, visible depuis cette même fenêtre, peignant les murs en jaune, un jaune vif, ensoleillé. Un doux bruit a attiré mon attention. Je me suis de nouveau penché vers la fenêtre. Elle a jeté quelque chose dehors. Ça a heurté le bord de la poubelle près de la clôture. Mon éléphant en peluche. Je l'avais depuis l'âge de 5 ans. Il n'a même pas atteint la boîte de dons, directement à la poubelle. Je n'ai pas pleuré,
mais mes mains ont serré le rebord de la fenêtre si fort que le bois a craqué. Le lendemain matin, Monsieur Henry fouillait dans la cuisine, versant du café instantané dans des tasses dépareillées. « Vous êtes levé tôt » a-t-il dit sans regarder. « Je n'ai pas pu dormir » ai-je répondu en me frottant la nuque. Il a hoché la tête vers la porte moustiquaire. « Voulez-vous voir quelque chose ?» Nous sommes sortis dans la cour latérale, une parcelle ombragée entre sa maison et celle directement à côté de celle de ma mère. L'herbe trop haute effleurait mes mollets et l'air sentait légèrement le bois humide et les agrumes. Celle-là, a-t-il pointé, appartenait à ma sœur. Elle est décédée l'année dernière. Elle est restée vide depuis. J'ai suivi son regard. Une maison bleu pâle, de plein pied, la peinture des volets écaillés, les gouttières affaissées, mais la structure semblait bonne. Familier, j'ai réalisé que je l'avais passée 1000 fois en grandissant, sans jamais penser qu'elle pourrait être la mienne. Le processus de succession est tranquille, a-t-il dit. Je suis trop vieux pour m'en occuper, mais si vous êtes sérieuse, je pourrais vous laisser reprendre le dossier avant que la ville n'intervienne. Il suffit de gérer ça discrètement. Vous avez de l'argent de côté, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé la maison. C'était le terrain juste à côté de celui de ma mère. Mon ancienne fenêtre me ferait maintenant face. Plus tard cet après-midi-là, j'ai traversé l'endroit. Pas de meubles, juste des échos. Le frigo était débranché et une fine fissure fendait le carrelage de la cuisine comme une vieille cicatrice. Mais la lumière dans la pièce principale était douce et dorée, et quand j'ai ouvert les stores latéraux, c'était là, la même vue de mon jardin d'enfance, mais maintenant depuis ma propre ligne de mire. Mon nom sur un acte, au lieu d'un encadrement de porte. Je n'ai rien dit à Monsieur Henry au début. Je l'ai juste remercié pour la visite et je suis rentré. Ce soir-là, je me suis assise sur les marches du porche jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les palmiers et que l'air se rafraîchisse suffisamment pour respirer à nouveau. Puis je me suis levé, j'ai brossé mes jeans et j'ai roulé jusqu'au bureau des titres. Ce n'était pas luxueux, juste une maison convertie avec une secrétaire qui m'a offert un caramel emballé de son sac. J'ai signé les papiers sans cérémonie, pas de grands discours, pas d'annonce. J'ai utilisé les économies que j'avais autrefois prévues pour la Bretagne, et juste comme ça, j'avais une adresse. Pas une chambre. Une maison. Cette nuit-là, après un rapide passage au magasin de bricolage pour une lampe et une chaise pliante, j'ai déverrouillé la porte avec ma propre clé. Il n'y a eu aucune cérémonie, juste le doux bourdonnement de mes pas alors que je marchais vers la pièce principale, branchais la lampe et l'allumais. Une lumière chaude s'est répandue dans l'espace, caressant les murs vierges comme une possibilité. Je me suis approché de la fenêtre. La maison de ma mère était immobile et éclairée, comme si rien n'avait changé. Mais alors, un rideau a bougé. Elle était là, juste pour une seconde. Elle ne m'a pas regardé directement, mais quelque chose dans la façon dont elle a fait une pause, la main sur le tissu, le souffle retenu, c'était comme si elle le sentait. Comme si, quelque part au fond, elle savait. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. J'ai laissé le moment s'installer entre nous, invisible mais réel. Puis, lentement, elle a tiré le rideau. Je me suis détourné, j'ai laissé la lumière allumée et me suis assise sur la chaise pliante comme si c'était un trône. Ils ont pris ma chambre, ai-je murmuré à personne. J'ai pris la maison. Ils ont pris ma chambre, j'ai pris la maison. Je n'ai pas claqué la porte d'entrée. Je n'ai pas allumé toutes les lumières pour faire une déclaration. J'ai juste existé, de cette manière tranquille que les gens adoptent quand ils savent qu'ils sont observés mais refusent de donner un spectacle. Le lendemain matin, j'ai roulé le drap de mon matelas emprunté et j'ai ouvert le seul rideau de la pièce principale, faisant directement face à la cour. De cet angle, le jardin de ma mère ressemblait au même qu'à mes 9 ans, le même bain d'oiseaux en pierre, le même citronnier tordu qui n'a jamais produit un seul citron. Sauf que maintenant, le tapis de yoga de Romy gisait sur l'herbe comme s'il y appartenait. Son haut-parleur Bluetooth jouait quelque chose d'entraînant. Ma mère était assise à côté d'elle dans une chaise de jardin, sa robe serrée, tenant son café comme si rien dans ce monde n'avait changé, comme si je n'avais jamais vécu là. Romy s'étirait avec un contrôle lent, complètement imperturbable. Je savais qu'elle me voyait à la fenêtre. Je n'ai pas salué. Au lieu de cela, je suis sorti. Mon jardin était un désordre, des taches de sable où l'herbe avait abandonné depuis longtemps, des déchets que le vent avait apportés du trottoir. Mais j'avais acheté des graines de fleurs, des pas chères, des fleurs sauvages qui promettaient de ne pas faire d'histoire.
Je me suis agenouillé et j'ai commencé à creuser des sillons peu profonds, non pas parce que je pensais qu'elle fleurirait en quelque chose de magique, mais parce que ça me donnait quelque chose à faire de mes mains. Quelques voitures passant ont ralenti. Cette maison était restée intacte pendant des années, et maintenant j'étais devant, en vieux jean, couverte de terre, plantant de la couleur dans le silence. Au coucher du soleil, j'avais fait un petit progrès, rien de remarquable, juste une bande étroite le long de l'allée, assez pour donner l'impression que quelqu'un vivait ici maintenant. Le lendemain, je buvais de l'eau près de la porte moustiquaire quand j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, elle était là, ma mère. Elle portait du rouge à lèvres, juste assez pour paraître posée, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule à l'intérieur de la maison, son regard balayant les murs nus et la chaise pliante. Elle n'a pas dit bonjour, juste, qu'est-ce que tu essaies de prouver exactement? Je me suis appuyé légèrement contre l'encadrement de la porte, stable. Je n'essaie de rien prouver. C'est puéril, a-t-elle claqué. Planter des fleurs comme si c'était une sorte de message. Vivre ici, juste à côté de nous. Tu as dit que je devais me débrouiller seul, ai-je gardé mon ton égal? C'est ce que je fais. Elle a changé de position. Romy est bouleversée. Elle se sent mal à l'aise. Comme si tu nous observais. C'était ce mot encore, mal à l'aise. Cela signifiait toujours vous nous mettez mal à l'aise en existant simplement là où nous ne vous avions pas planifié. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors ne regardez pas dans ma direction. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai refermé la porte doucement. Ce soir-là, je n'ai pas beaucoup mangé. Mon estomac était trop serré. Au lieu de cela, j'ai arpenté, pas vite, juste assez pour user le sol et ma mémoire. Parce que la dernière fois que quelque chose comme ça s'est produit, j'avais 26 ans. À l'époque, je venais de terminer un cours de commerce en ligne, rien d'extraordinaire, mais j'en étais fier. Ma mère avait cette idée d'ouvrir un salon de beauté. Elle était à fond, mais s'inquiétait de l'argent. Alors j'ai proposé de co-investir. J'avais quelques économies. J'avais même fait de la planification pour elle, aidé à trouver un bail, conçu un logo sur mon ordinateur portable. Elle m'a regardé de l'autre côté de notre vieille table de cuisine et a dit, « Tu n'as pas l'étoffe d'une femme d'affaires, Cléo. Tu es meilleure pour les rôles de soutien, ma chérie. Tout le monde n'est pas fait pour diriger. » Cela m'a fait plus mal que je ne l'ai laissé paraître. Elle a emmené Romy avec elle à la fête d'ouverture, l'a habillée d'un petit tablier comme si elle était la fière mascotte. 1 an plus tard, le salon a fait faillite, mais ces mots sont restés. J'ai sorti mon ordinateur portable, non pas pour naviguer, non pas pour me distraire, mais pour commencer. J'ai ouvert le portail d'urbanisme de la ville et j'ai fixé le formulaire longtemps avant de taper le premier mot, demande de permis d'installation de piscine résidentielle. Je n'avais pas besoin d'une piscine, mais j'en voulais une. Une longue piscine étroite pour la nage, le genre que l'on voit dans les magazines. Pas flashy, juste délibéré. J'ai sélectionné la disposition, téléchargé un simple croquis. Elle ferait face à l'arrière de ma maison, ce qui signifiait qu'elle ferait également face à la fenêtre exacte qui était la mienne, celle que Romy avait transformée en miroir de maquillage et spot à selfies. Pas de clôture du côté, ai-je dit au contractant au téléphone le lendemain matin. Juste un espace ouvert. Je veux une ligne claire. Il a fait une pause. L'association syndicale libre, ASL, pourrait avoir des questions. J'ai souri faiblement. Qu'il demande. Dès la 3e semaine, les murmures ont commencé. C'est un petit quartier, principalement des retraités. Ils parlent. Le bruit de la pelle, puis du mélange de béton, avait attiré quelques promeneurs curieux devant mon allée. La plupart hochaient poliment la tête. Un après-midi, le président de l'ASL, Monsieur Leclerc, s'est approché. Il portait les mêmes shorts kaki et baskets blanches que d'habitude. Il ne s'est pas présenté, il n'en avait pas besoin. Juste curieux, a-t-il dit en observant le contreplaqué et les piles de carreaux. Vous comptez louer cet endroit où? J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Je construis la paix, c'est tout. Il ne savait pas trop quoi en penser, a hoché la tête une fois, puis s'est éloigné. Plus tard cette nuit-là, Romy a posté quelque chose sur Facebook. Je ne la suis pas, mais une amie du lycée le fait encore. Elle m'a envoyé une capture d'écran. Ça disait, c'est drôle comme l'énergie toxique trouve toujours un moyen de vivre à côté.
Je suppose que certaines personnes ont besoin d'une piscine pour se sentir profonde. Je n'ai pas répondu, mais j'ai enregistré la capture d'écran. Le lendemain matin, je suis sorti sur ma terrasse inachevée. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur l'herbe et le sable. Je pouvais sentir la poussière de béton dans l'air. Dans quelques jours, la piscine serait terminée. J'ai regardé de l'autre côté de la cour. La fenêtre de Romy était éclairée. Je pouvais voir sa silhouette pâle derrière le rideau transparent, bougeant, peut-être se préparant pour la journée. La même fenêtre où j'avais l'habitude de m'asseoir, recroquevillé avec un livre ou à regarder les orages arriver. Maintenant, elle reflèterait l'eau, l'immobilité, la profondeur. Ils m'avaient poussé hors de leur cadre, mais j'étais toujours dans le tableau. Et si j'allais être l'ombre, je choisirais où elle se poserait. Au moment où le camion de l'entrepreneur est sorti de mon allée, soulevant une petite traînée de poussière sous le soleil, j'avais déjà posé un verre de limonade près de la fenêtre et m'étais assise, le dos droit, regardant la rue comme si c'était une scène. De l'autre côté, mon ancienne maison se dressait en parfaite symétrie, moulure blanche, une couronne de printemps recyclée toujours sur la porte. Les rideaux à l'étage bougeaient. Je n'avais pas besoin de deviner qui était derrière. Je n'ai pas tressailli. L'air était d'une immobilité inhabituelle. Le lendemain matin, je suis sorti avec mes gants de jardinage pour vérifier le paillis autour du parterre de fleurs près de la boîte aux lettres, essayant de garder mes mains occupées. C'est là que j'ai remarqué l'enveloppe. Elle était propre, blanche, épaisse, avec un petit seau soigné dans le coin qui disait le Clos des Oliviers ASL. Je l'ai ouverte là, sur le trottoir. Cher résident, commençait-elle car Dieu nous garde qu'ils utilisent mon nom. Cette lettre est un avis formel concernant des préoccupations relatives aux récentes modifications architecturales apportées à la propriété au 16 rue des Glycines. Le positionnement et la surface réfléchissante des carreaux de piscine, ainsi que le manque de protection visuelle des lots voisins, peuvent constituer une perturbation de l'harmonie visuelle du quartier. Ils avaient souligné harmonie visuelle en gras. Pas un mot sur la sécurité, rien de structurel, juste une disharmonie esthétique. Je l'ai relu encore et encore. Ce n'était pas à propos de la piscine, c'était à propos de moi. J'ai plié la lettre lentement et l'ai glissée dans ma poche arrière. Puis je suis resté immobile un long moment, les mains sur les hanches, laissant le vent passer à travers les branches au-dessus. Le son des tondeuses a commencé à bourdonner à quelques maisons de là, une routine calme et prévisible. Mais quelque chose n'allait pas. Cet après-midi-là, après avoir rempli un ordre de travail en ligne et organisé les reçus de la visite de l'entrepreneur, j'avais besoin d'une pause. J'ai fait un tour en voiture, juste pour me vider la tête. J'ai tourné dans la rue que je savais devoir éviter, celle qui me ferait passer juste devant la maison où j'ai grandi. Et elle était là, ma mère, debout dans l'allée avec une femme à visière de tennis qui semblait tout droit sortie d'une page de catalogue, polo rentré juste comme il faut, ongles impeccablement manucurés à la française. Elle riait comme de vieilles amies qui se retrouvent. Le rire de ma mère, celui qui ne sortait d'habitude que pour les dames de l'église ou la cousine qu'elle essayait toujours d'impressionner. Puis j'ai compris. La femme était Madame Delacroix, la femme d'Édouard Delacroix, le président de l'ASL. La lettre, le ton, le langage, se relant de quelque chose de personnel. Bien sûr, ce n'était pas juste des voisins curieux, c'était elle qui utilisait ses relations pour instrumentaliser la réglementation, avec le même ton doux et mielleux qu'elle avait toujours utilisé quand elle voulait me maintenir à ma place. J'ai fait demi-tour avant qu'elle ne puisse me voir. Mes paumes étaient serrées autour du volant tout le long du chemin du retour. À la maison, j'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et me suis assise à la table de la cuisine, fixant les documents que j'avais imprimés plus tôt dans la semaine, permis, code de zonage, ébauches architecturales. La voix de ma mère résonnait dans ma mémoire comme une cloche que je ne pouvais pas ignorer, tu es trop dramatique, Romy a toujours su se tenir avec grâce, tu es meilleure pour les rôles de soutien, ma chérie, tout le monde n'est pas fait pour diriger. Et le pire de tout, ne fais pas honte à la famille. Cette dernière phrase est revenue en force. Ma dernière année de lycée, le jour où j'ai ramené le dépliant pour l'audition d'une bourse de danse. J'étais si fier, si illuminé de l'intérieur. Elle l'a regardé comme si c'était de la camelote. Encore ça, a-t-elle dit. Ta sœur est allée à l'université de manière normale. Ne fais pas de scène. Ce n'est pas pour toi. Elle n'a jamais crié, elle a juste coupé mes ailes avec une diction parfaite et un verre de chardonnay à la main. Mais je n'avais plus 17 ans, et je n'allais pas m'excuser de tenir bon. Pas chez moi. Pas en mon nom.
Le lendemain matin, j'ai préparé un dossier avec tout, copie des permis, rendu, et oui, la lettre de l'ASL, et je me suis dirigé vers le bureau de zonage de la ville. Il faisait déjà chaud à 9 h et ma climatisation n'avait pas démarré correctement, alors je suis arrivé un peu rouge, les boucles humides tirées en chignon. À l'intérieur, il faisait agréablement froid. Une employée m'a dirigé vers Monsieur Bernard, un homme qui semblait y travailler depuis le siècle dernier, avec une cravate qui n'avait pas vu le jour depuis les années 90. Il a lu la plainte avec le genre de soupir que seuls les fonctionnaires locaux savent donner, puis il a ricané, « Vous êtes en règle. » Ils essaient de discuter l'esthétique, ce n'est pas exécutoire à moins qu'il n'y ait une clause directe dans les règlements de l'ASL, ce qui, à en juger par ceci, n'est pas le cas. Il a tapé 2 fois sur la lettre et me l'a glissée. Déposez un recours écrit, avec copie à l'avocat de la ville. Ils reculeront une fois qu'ils réaliseront que vous avez fait vos devoirs. Je l'ai remercié, puis je suis retourné lentement à ma voiture, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis un moment, le calme qui vient quand on sait qu'on n'est pas hors de contrôle. On choisit juste quand riposter. Ce soir-là, après m'être changé en un short en coton confortable et avoir attaché mes cheveux, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au forum de la communauté Le Clos des Oliviers. J'ai tapé soigneusement, aux conseils et aux résidents concernés, j'apprécie votre attention aux détails et votre souci de l'esthétique de notre communauté. J'ai vérifié auprès du bureau de zonage de la ville que mes plans actuels sont en pleine conformité avec le code municipal. Merci encore pour votre vigilance. Cordialement, Cléo. J'ai cliqué sur Publier, puis je me suis éloigné pour arroser la nouvelle lavande près de la clôture arrière. Au moment où je suis rentré, il y avait déjà des commentaires. Le premier venait de Romy, donc tu construis par dépit, j'ai compris. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai répondu avec rien d'autre qu'une citation du code municipal et un simple « Parfois, le silence coupe plus profond qu'un monologue ». J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière et me suis tenu dans la cuisine avec la fenêtre entr'ouverte juste assez pour sentir l'air nocturne. Ils m'ont appris le silence. Je ne faisais que leur en donner un avant-goût. La réunion s'est terminée, mais je n'ai pas bougé, pas tout de suite, pas avant que les chaises ne raclent et que la dernière personne ne sorte en murmurant. Je suis resté là quelques minutes de plus, observant l'espace vide où il venait d'être, le profil suffisant de ma mère, les regards en coin de Romy. J'ai laissé le silence s'installer. Ils m'ont appris le silence, je ne faisais que leur en donner un avant-goût. Mais le goût n'était pas suffisant. Je voulais remettre toute la table à zéro. Et s'ils pensaient pouvoir me coincer chez moi avec des règles qu'ils tordaient derrière des rideaux et des sourires, ils allaient découvrir que j'étais venu préparer. Pas seulement avec des émotions, mais avec de l'encre, des dates, des signatures. 3 jours plus tard, je me suis tenu dans le bureau frais et impeccable de Lefebvre et Associés. Mon avocate, Madame Lefebvre, portait son habituel beige neutre, son carré net rentré juste derrière l'oreille. Elle avait le genre de présence qui n'avait pas besoin d'élever la voix. J'ai aimé ça. Elle a glissé un dossier sur la table. Nous allons formaliser votre propriété ici, Cléo. La fiducie est déjà active, cela clarifie juste qu'il n'y a pas d'autres intérêts légaux, pas d'occupants partagés et pas d'obligations financières liées à la propriété. J'ai pris le stylo et j'ai signé la première page, puis la deuxième. Elle m'a regardé attentivement. L'ASL vous donne du fil à retordre ? Ils deviennent créatifs, ai-je dit en tournant la dernière page. Eh bien, a-t-elle dit avec un demi-sourire, maintenant, vous êtes à l'épreuve des balles. Assurez-vous simplement que l'ASL et la ville reçoivent toutes les deux des copies, et en copie au greffier. Et Cléo, j'ai levé les yeux, ne répondez pas émotionnellement. Répondez simplement avec la documentation. Les gens comme ça, ils comptent sur le drame. Refusez-leur le spectacle. J'ai hoché la tête et j'ai glissé les documents dans mon dossier en cuir. Le seul son dans la pièce était le doux clic du stylo qui était refermé. Au moment où la prochaine réunion de l'ASL a eu lieu, j'étais prête. Les chaises pliantes de la salle de loisirs étaient déjà à moitié pleines quand je suis entré. Les lumières au plafond donnaient à tout le monde une lueur maladive, mais cela correspondait à l'ambiance. Romy était assise au premier rang, au centre, ses cheveux en chignon si serrés qu'il aurait pu se casser. Ma mère était assise à côté d'elle, les jambes croisées, lui murmurant à l'oreille comme si c'était à l'église et que le sermon n'avait pas encore commencé. J'ai choisi un siège au deuxième rang, assez loin pour les regarder se tortiller. Le conseil a commencé par des mises à jour sur l'aménagement paysager et la collecte des ordures de printemps. J'ai laissé tout cela passer jusqu'à ce que les mots piscine, harmonie,
préoccupation flotte dans l'air. Madame Delacroix, sourire tennis blanc, perle et tout, a lu comme si cela lui faisait mal de le dire à voix haute, il y a eu plusieurs plaintes concernant l'orientation et le style de la nouvelle construction de piscine au 16 rue des Glycines. Prétendument, cela perturbe la continuité visuelle du bloc. Prétendument, ai-je répété en levant la main. J'aimerais répondre. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Romy s'est tournée pour me regarder comme si j'avais parlé à tort et à travers. Je me suis levé lentement, ouvrant ma pochette. J'ai apporté tous les permis et approbations nécessaires. Premièrement, l'approbation estampillée du service d'urbanisme et de construction datée avant l'excavation. Deuxièmement, les résultats des tests acoustiques montrant la conformité aux limites de décibels de l'ASL. Et troisièmement, j'ai laissé le papier glisser sur la table, face visible, notarié et portant mon nom, déclaration de propriété fiduciaire déposée auprès du comté. Cette propriété est détenue en mon seul nom, sans privilège ni copropriétaire, conformément à la réglementation de l'État. Les considérations esthétiques de l'ASL ne sont pas contraignantes pour les propriétés détenues en fiducie, sauf en cas de violation structurelle. Un silence a balayé la pièce. La bouche de Madame Delacroix était légèrement ouverte alors qu'elle scannait la feuille. Monsieur Delacroix s'est agité sur sa chaise, ses lèvres se serrant. Puis sont venus les murmures. Deux membres du conseil se sont penchés sur la table pour chuchoter, l'un a griffonné quelque chose, l'autre s'est frotté la tempe. Mais ce qui a brisé le silence, ce n'était pas eux, c'était une voix de derrière, ferme, rauque. Je n'ai jamais déposé de plainte. Tout le monde s'est tourné. Monsieur Girard, 3 maisons plus loin de la mienne, s'est levé. Il avait l'air fatigué, en colère. Je n'ai rien envoyé. Je ne savais même pas qu'il y avait une réunion à ce sujet. Il s'est avancé et a pointé le conseil du doigt. Vous avez dit que cela venait de moi. Madame Delacroix a cligné des yeux. C'est ce qui a été soumis sous votre nom, formulaire de mail. Alors quelqu'un a utilisé mon nom sans demander. Le conseil s'est agité comme une vague les avait frappés. Eh bien, nous devrons examiner cela, a dit monsieur Delacroix, la voix serrée. Nous vérifierons les journaux d'adresse IP du système de soumission. 10 minutes se sont écoulées dans un silence gênant tandis que le membre du conseil technique consultait les journaux d'accès sur sa tablette. Son visage s'est durci en défilant. La plainte a été soumise depuis une adresse IP enregistrée au 18 rue des Glycines, a-t-il dit en regardant directement Romy. La main de ma mère s'est figée sur la sangle de son sac. Je voulais juste. A commencé Romy, puis elle s'est arrêtée. Je voulais juste que ce soit paisible. Cette piscine ? J'ai demandé, la voix égale. Elle l'a mise là pour nous faire paraître, pour vous faire paraître quoi ? Comme si vous n'étiez pas habitué à m'avoir à côté, pas en dessous de vous ? Le visage de Romy est devenu d'une pâleur encore plus forte. Ça semblait intentionnel. Ça l'était, ai-je dit. Juste pas de la façon que vous pensez. Ma mère s'est levée sans un mot. Elle a arraché le sac à main de Romy du sol et s'est dirigée vers la sortie, ses talons claquant à toute vitesse. Romy est restée figée, clignant des yeux, les lèvres entr'ouvertes comme si elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. J'ai marché vers l'avant de la salle, j'ai posé ma carte sur la table du conseil. Il n'y avait qu'une seule chose écrite sous mon nom, architecte. Puis je me suis retourné sans cérémonie, j'ai récupéré mon dossier et je suis sorti. Je les ai laissés ramasser les morceaux. Elle a volé ma chambre, j'ai récupéré les plans. Et juste comme ça, il n'était plus question d'eux. Plus question de leur faire voir ce qu'ils avaient fait, plus question d'obtenir une place à leur table. Quelque part entre cette salle de réunion et l'expression sur le visage de Romy quand monsieur Girard l'a exposé, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. J'avais besoin de contrôle sur mon espace, mon nom, ma paix. Je me suis donc levé le samedi suivant avec un plan pour nettoyer au jet la ligne de clôture sud et la repeindre avant la prochaine inspection. Mais quand je suis sorti, j'ai eu le souffle coupé. C'était là, ma nouvelle clôture en cèdre, tachée et fendue, une ligne dentelée le long de la base où quelqu'un avait utilisé ce qui ressemblait à un pied de biche sur 3 des planches inférieures. De la peinture en bombe rouge aussi, sur les lattes, en lettres grossières et baveuses, ceci n'est pas à toi. Pendant une minute entière, je suis resté là. Le soleil n'était même pas encore levé, l'air était encore humide de la rosée matinale et l'odeur des copeaux de bois de l'installation récente persistait, mais maintenant elle était superposée à quelque chose d'acide, l'intention. J'ai vérifié la caméra de sécurité cachée sous l'avant-toit.
Les images étaient claires, la plupart du temps. À 3h14 du matin, une silhouette encapuchonnée arpentait le trottoir près de ma maison, gants, vêtements sombres, pas de contact direct, pas de visage clair. Mais cette démarche lente, d'avant en arrière. Romy. Elle avait ce petit rebond dans sa démarche, un tic qu'elle avait pris lors de ses cours de danse au collège. Même sous un éclairage faible, je l'ai reconnue. J'ai transmis les images à l'ASL avec une simple demande, enquête. Leur réponse est arrivée avant midi, nous avons examiné les images. En raison du manque de preuves directes, nous ne pouvons pas agir dans cette affaire. Typique. Au moment où j'ai fini de lire, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout là, les bras croisés, comme si elle était sur le point de faire un sermon. Eh bien, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le jardin. Peut-être ne construisez pas des choses que vous ne pouvez pas protéger. Je n'ai pas répondu, pas avec des mots. J'ai refermé la porte lentement et me suis dirigé droit vers le placard de rangement dans le couloir. J'avais fini de jouer la défense. 2 jours plus tard, j'étais à mi-chemin d'une demande de zonage quand un camion blanc est entré dans l'allée. Je suis sorti pour trouver un homme en uniforme s'approchant du portail latéral avec un presse-papier. Cléo Malden, oui. Bureau de la sécurité civile. Nous avons reçu un tuyau anonyme concernant des risques d'incendie potentiels, en particulier des matériaux combustibles près de votre équipement de piscine. J'ai cligné des yeux. Je ne garde même pas de feuilles là-bas. Ça vous dérange si on jette un œil? Je l'ai conduit par le chemin latéral jusqu'à la pompe de la piscine. Rien n'était en désordre, les cordons attachés, pas de broussailles sèches, même le paillis était humide. Il a coché des cases sur son presse-papier, a hoché la tête, n'a pas dit grand-chose. Après une longue pause, il a soupiré. Tout semble propre. Néanmoins, selon le protocole, nous devons émettre une contravention pour les ressources d'enquête, 185. Ce n'est pas une amende, plus comme des frais de service. Juste au moment où je signais le reçu, j'ai levé les yeux vers la fenêtre du 2e étage de l'autre côté de la propriété. Le rideau de Romy a tressailli, et c'était là encore, ce sourire narquois, comme si elle venait de jouer le coup le plus astucieux sur l'échiquier et voulait voir si je riposterais. Je n'ai pas riposté, pas ce jour-là. Cette nuit-là, j'ai sorti les anciens plans de la maison. Je les avais conservés dans un bac étanche marqué archives personnelles, niché dans le vide sanitaire derrière mon atelier. Poussiéreux mais sec. En feuilletant les feuilles roulées, quelque chose s'est glissé et a flotté au sol, une photo, ancienne et légèrement courbée au coin. Je l'ai ramassée délicatement. C'était moi, peut-être 3 ans, assise en tailleur sur un tapis, une main dans un pot de crayon, l'autre tenant un lapin en peluche par l'oreille. Les murs derrière moi étaient peints en bleu ciel et le plafond au-dessus parsemé d'étoiles phosphorescentes. Mais c'est le dos qui m'a coupé le souffle. À l'encre noire délavée, dans l'écriture soignée que je n'avais pas vue depuis des décennies, il y avait une ligne, ta chambre est ton monde. Personne ne peut te l'enlever. Papa. Pas beau-père, pas Philippe. Mon vrai père. Celui dont le rire vivait dans ma mémoire comme un rayon de soleil chaleureux. Celui qui m'avait appris à plier des avions en papier et à dessiner des fenêtres en vue d'élévation. Une vague de souvenirs m'a submergé. Je pouvais le voir accroupi à côté de moi sur le tapis, m'aidant à coller ses étoiles lumineuses au plafond. Tu veux la grande ours au-dessus du lit, avait-il demandé. Non, au-dessus de la porte, pour que je sache où aller si je me réveille effrayé. Il a souri, m'a caressé les cheveux et a dit, alors c'est laquelle ira. J'ai dû fixer cette photo pendant une demi-heure. Puis, lentement, je me suis levé, les porter à l'imprimante, les scanner, et en ai réimprimé une copie. L'original est retourné dans une pochette de protection. La copie, je l'ai encadrée et l'ai posée sur l'étagère derrière mon bureau de dessin, à hauteur des yeux, où je pourrais la voir chaque matin avant de croquer, avant de tracer des lignes qui avaient un sens. Elle pensait pouvoir m'effacer, ai-je murmuré. Mais j'étais gravé dans les fondations. Les jours suivants, je suis resté à part. Je n'ai pas assisté à la visite de l'ASL, je n'ai pas répondu à l'email passif-agressif concernant les résidents qui n'assistent pas aux réunions étant considérés comme moins investis dans les normes communautaires. Au lieu de cela, j'ai fait du café, me suis assise à mon bureau, lisant les règlements de zonage de la ville comme s'il s'agissait d'écriture sainte, exigence minimale de recul, seuil de plainte pour le bruit, exception d'ordonnance pour les propriétés à titre unique dans les zones résidentielles patrimoniales. J'ai surligné des passages, annoté des clauses,
ouvert un deuxième écran et tapé des notes comme si je me préparais pour un tribunal, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Puis j'ai composé un email, une ligne d'objet simple, aucune émotion dans le corps, juste des points. Destinataire, Leroy et Durand, service d'enquête. Objet, besoin d'enquête de fond, belle-mère et Romy Malden. J'ai hésité sur le bouton envoyer pendant une seconde. Mon doigt n'a pas tremblé. J'ai cliqué. L'air du matin gardait encore une trace de la fraîcheur de la nuit dernière alors que je sortais sur le patio arrière, café à la main, les yeux fixés sur l'endroit où la nouvelle clôture s'était dressée fièrement il y a tout juste une semaine. Maintenant, l'un des panneaux penchait maladroitement vers l'intérieur, les boulons clairement desserrés, non usés. Je ne l'avais pas encore réparé, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je voulais qu'elle le voie aussi, qu'elle sache que je voyais à travers la ruse. Juste au moment où je me suis tourné pour rentrer, on a frappé à la porte d'entrée. Pas fort, doucement, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de devoir être là mais désespéré d'essayer. J'ai ouvert pour trouver mademoiselle Caldwell debout sur le porche, en robe de chambre et sandales orthopédiques. Ses cheveux gris argentés étaient tirés en arrière et elle tenait une petite enveloppe marron dans sa main gauche. J'ai vu ce qu'elles font, a-t-elle dit doucement, les yeux fermes mais gentils. Je pensais que cela pourrait t'aider. Elle n'a pas attendu de réponse, a juste placé l'enveloppe dans ma main, a hoché la tête et est rentrée. J'ai décollé le rabat pour trouver une clé USB, petite et simple. Je l'ai branchée à mon ordinateur portable, incertaine de ce que je cherchais même. Les images ont défilé sans fanfare, là, claires comme le jour, Romy se faufilant autour de l'extrémité sud de ma cour avec des lunettes de soleil surdimensionnées et des gants, accroupie près du poteau de clôture. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule 2 fois, puis a sorti une clé de sa grande pochette et a commencé à desserrer les boulons à la charnière. Pas pressée, pas négligente, précise, comme si elle l'avait déjà fait. Le deuxième clip a commencé dans un cadre plus lumineux, à l'extérieur du foyer de l'ASL. Elle parlait à un homme que j'avais reconnu de la dernière réunion du conseil. Honnêtement, c'est troublant, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Elle est instable. Elle a jeté de la peinture sur sa propre clôture pour obtenir de la sympathie. J'ai refermé l'ordinateur portable lentement. Ma main n'a pas tremblé, plus maintenant. Il n'y avait pas de choc cette fois, juste un calme vide, comme si quelque chose s'était entièrement mis en place, et soudain, j'ai su ce qu'il fallait faire. 2 jours plus tard, je suis entré à la réunion mensuelle de l'ASL comme quelqu'un qui n'avait pas été personnellement humilié dans la même pièce des semaines auparavant. Je n'ai pas RSVP, je n'ai rien annoncé dans le groupe Facebook. Je me suis juste présenté, j'ai signé sous au droit des propriétaires et j'ai attendu la fin de l'ordre du jour. Quand le président a demandé s'il y avait d'autres sujets à traiter, je me suis levé. J'aimerais partager quelque chose avec le conseil, ai-je dit calmement. La pièce est devenue silencieuse. Quelques têtes se sont tournées. Romy, assise 2 rangs devant, s'est raidie. J'ai marché vers le support du projecteur, j'ai branché la clé USB et j'ai appuyé sur lecture. Le premier clip a provoqué des halètements. Le second clip, la voix de Romy insinuant que j'avais mis en scène mon propre vandalisme, a provoqué quelque chose de plus profond, un silence embarrassé. Un membre du conseil, un homme chauve avec d'épaisses lunettes, a marmonné, nous avons été induits en erreur. Romy n'a pas dit un mot. Son visage était devenu cendré, sa bouche légèrement ouverte comme si elle voulait objecter mais savait qu'il valait mieux se taire. Ma mère était assise à côté d'elle, les bras croisés serrés sur sa poitrine, les yeux fixés droit devant, refusant de me regarder. Lorsque la vidéo s'est terminée, j'ai parlé une fois de plus. Je suis venu ici il y a des semaines et j'ai demandé la justice. On me l'a refusé parce que je n'avais aucune preuve. Maintenant, j'en ai. Le conseil a délibéré brièvement. Le président du comité s'est levé. Au nom de l'ASL, mademoiselle Malden, nous nous excusons. Avec effet immédiat, toutes les citations antérieures à votre encontre sont nulles. Nous allons également revoir la façon dont les plaintes anonymes sont traitées à l'avenir. J'ai hoché la tête, j'ai ramassé mes affaires et je suis sorti, passant devant Romy qui n'a pas levé la tête, passant devant ma mère dont les doigts se sont serrés sur son sac mais qui n'a offert ni regard ni mot. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur le quartier et que les premières petites flammes des foyers commençaient à s'élever dans la brise, j'ai entendu le portail latéral s'ouvrir doucement. Je ne me suis pas retourné. Les pas étaient trop familiers. Je l'ai laissé s'asseoir à côté de moi en silence pour 1 minute entière. Il ne s'agissait jamais de te faire du mal, a finalement dit ma mère,
sa voix à peine au-dessus du vent. J'ai fixé les flammes. Ce n'était pas le cas. Tu t'es toujours relevée, Cléo. Tu étais la forte. Romy a besoin de plus d'aide. J'ai cligné des yeux, j'ai laissé ces mots s'installer, les laisser respirer. Alors tu lui as donné mon espace, mes économies, mon nom, parce que tu pensais que je survivrais? Elle n'a pas discuté. Elle a simplement dit « oui ». Et d'une certaine manière, cela m'a coupé plus profondément que n'importe quel cri. Pas de drame, pas de larmes, juste une petite douleur sèche dans ma poitrine là où le dernier espoir de justice avait vécu. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Nous sommes restés là une minute de plus dans ce silence vide avant qu'elle ne se lève et ne s'éloigne, ses talons crissant doucement contre la pierre. Quand elle est partie, je suis rentré et j'ai ouvert le tiroir de mon bureau d'écriture, j'ai sorti une feuille de papier propre. Je ne l'ai pas adressée à elle. Je n'ai même pas utilisé son nom. Cela a commencé par « Tu n'es pas jetable, pas un substitut, pas le paillasson sur lequel il s'essuyait les pieds ». J'ai continué à écrire jusqu'à ce que le feu dehors s'éteigne et que ma main me fasse mal. Le lendemain matin, j'ai changé le verrou du portail latéral entre nos jardins. Pas de drame, pas de mots, juste le silence et un nouveau verrou. Puis j'ai déposé le permis auprès de la ville, un jardin de sculpture. Rien de grand, juste assez. Un chemin sinueux d'acier et de pierres et de plantes indigènes qui s'élèverait entre nos maisons comme un mur silencieux, une galerie de résilience faite non pas pour impressionner mais pour rappeler. Près du bord lointain, le plus proche du jardin original que mon père avait jadis planté, il y aurait une pièce maîtresse, une sculpture ressemblant à deux mains berçant un livre ouvert. La base porterait la citation que j'avais choisie, construit là où ils ont essayé de t'enterrer. Les hommes ont hoché la tête, respectueux mais curieux. L'un d'eux, un jeune homme avec de la peinture sur sa salopette, a demandé doucement, c'est en mémoire de quelqu'un. Oui, ai-je dit, en mémoire de quelqu'un qui était censé être encore ici. Alors qu'il commençait à défricher l'espace, à niveler la terre, je suis rentré et j'ai posé la photo de mon père à côté de mon carnet de croquis. Son visage calme, ses yeux gentils. Le genre d'homme qui apportait le calme au lieu du bruit. J'ai touché le bord du cadre. Je ne lui avais jamais parlé à voix haute auparavant, mais maintenant je l'ai fait. Ils ont essayé de t'effacer, ai-je murmuré, mais je te remets en place. Le ronronnement des machines dehors a commencé à monter, et je me suis levé, plus forte en quelque sorte. Il ne s'agissait pas de vengeance, c'était de la restauration. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais des preuves. J'avais la vérité. J'avais une clôture, et bientôt j'aurais un jardin rempli de choses qu'ils ne pourraient pas toucher. Non pas parce que c'était trop loin, mais parce que cela n'a jamais été à eux pour commencer. La dernière chose que j'ai jamais construite dans cette maison, c'était moi-même. Le silence avait un son différent ce matin-là. Pas l'absence, mais la présence. Le genre d'immobilité qui ne s'installe que lorsque quelque chose se termine vraiment. La lumière filtrait sur mes planchers de bois franc, douce et dorée, effleurant la coudoir de la chaise où j'étais assise, tenant une tasse chaude de camomille. L'odeur de fleurs séchées et d'écorce d'agrumes emplissait le salon. Pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais pas la porte. Le coup est venu à 8h32. Pas fort, mais insistant, comme quelqu'un qui n'était pas sûr d'être assez courageux pour demander, mais assez désespéré pour essayer. Je n'avais pas besoin de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour deviner. Néanmoins, je me suis levé et j'ai avancé vers l'entrée. Mes pieds se sont déplacés par instinct, pas par intention. Le bois a craqué sous mon talon alors que je faisais une pause juste avant le seuil, le rythme cardiaque régulier. À travers le Judas, je les ai vus. Romy. Elle avait l'air dévastée, les cheveux tirés en arrière d'une manière qui rendait son visage brut, pâle, les lèvres gercées. Ses yeux étaient gonflés, soit à force de pleurer, soit de ne pas avoir dormi. Et ma mère. Pas posée, pas froide, juste petite, plus âgée que je ne me souvenais. Ses mains serraient son sac à main comme un bouclier. Romy serrait un épais dossier, ses coins cornés, comme s'il avait été tenu et rouvert trop de fois en trop peu d'heures. Je n'avais pas besoin de voir ce qu'il contenait. Je pouvais déjà deviner, une sorte de plaidoyer à moitié ficelé, enveloppé de paperasse, une dernière tentative. Elles ont frappé de nouveau. J'ai posé ma main sur la poignée de porte. Elle était fraîche au toucher, familière. Mon pouce reposait près de la serrure. Je ne l'ai pas tournée. J'ai entendu la voix de Romy à travers la porte, étouffée, brisée. « Oh, Cléo,
s'il te plaît, nous ne savions pas. J'ai tourné légèrement la tête et j'ai regardé le grain du bois devant moi, solide, stable. Puis je me suis reculé, j'ai tourné le verrou d'un clic silencieux, non pas pour ouvrir, mais pour confirmer que cette porte ne bougerait pas aujourd'hui. Je ne leur devais rien. Et le silence, parfois, c'est la seule réponse qui a du poids. Je suis retourné à la cuisine, j'ai levé ma tasse et j'ai pris une longue et lente gorgée. Le thé était tiède maintenant, mais la chaleur que je ressentais n'avait rien à voir avec ça. Certaines histoires ne se terminent pas par des excuses. Certaines n'obtiennent même pas d'explication. Elles se terminent quand vous cessez d'ouvrir la porte. Je suis sorti sur le patio arrière, laissant la porte moustiquaire se refermer doucement derrière moi. Le ciel était d'un bleu calme et cotonneux, parsemé de nuages doux qui flottaient sans urgence. L'air sentait la terre fraîche et le jasmin de fin de printemps. Les entrepreneurs étaient arrivés tôt. Les cadres étaient en place et plusieurs petites sculptures se tenaient à leur place, comme de silencieuses sentinelles, imperturbables, immobiles. À quelques mètres de là, les petits-enfants de mademoiselle Caldwell couraient en rond, poussant des cris de joie avec une baguette à bulles que quelqu'un avait manifestement trouvé comment transformer en arme. Leurs rires s'élevaient comme des carillons éoliens, libres, bruyants, vivants. J'ai marché sur le nouveau chemin damé entre les parterres de fleurs et je me suis arrêté devant la sculpture que j'avais sculptée l'automne dernier, une pièce torsadée de bois flotté et de bronze moulé ensemble. En dessous, une plaque de pierre était maintenant entièrement fixée. Elle disait, pas le sol, pas le surplus, pas le silence. Je me suis agenouillé un instant pour passer mes doigts sur les mots gravés. Mon père aurait aimé celle-là. Et dans le calme de ce jardin, j'ai entendu sa voix à nouveau. Pas à voix haute, mais en mémoire. J'avais peut-être 9 ans, recroquevillé dans une forteresse de coussins, des draps tendus sur des chaises de salle à manger. Il m'avait apporté une lampe de poche et m'avait dit que c'était la pièce la plus sûre du monde. Cet espace est à toi, avait-il dit en posant doucement la lumière. Ne te rétrécis jamais pour te conformer au confort de quelqu'un d'autre. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais je crois que je l'ai toujours porté en moi, même quand j'ai oublié de le faire. J'ai murmuré, je ne me suis pas rétréci, papa. Je me suis levé et j'ai épousseté mes paumes. Le jardin de sculpture n'était pas terminé, mais il était à plus de la moitié. Les clôtures étaient droites, l'aménagement était formé. Il y avait encore du travail à faire, mais la vision était là, et je n'avais plus besoin de personne pour la voir avec moi. Rentrant, j'ai plié le courrier, rangé quelques papiers égarés et vérifié la caméra de sécurité à l'avant. La voiture était partie. Elle n'avait pas laissé de mots. Je n'en attendais pas. J'ai marché jusqu'au portail d'entrée, j'ai ajusté le loquet et j'ai pris une profonde inspiration. Le matin était plus calme maintenant. Pas de pas, pas de coups. Juste le bruissement des arbres et une brise qui sentait légèrement le chèvrefeuille et les vieilles briques chauffant au soleil. J'ai levé la main et j'ai retourné la petite pancarte métallique qui pendait près du loquet du portail, propriété privée. Le clic qu'elle a fait n'était pas fort, mais il s'est installé profondément dans ma poitrine, comme la dernière pièce d'un puzzle se mettant en place. Elles n'ont jamais dit pardon. Peut-être ne le feront-elles jamais. Mais voici ce qu'elles ne peuvent pas réécrire, j'ai construit plus que de simples murs sur cette terre. J'ai construit la paix, des limites, une identité. Et ça ne vient avec une clé pour personne d'autre. Pour la première fois depuis des décennies, je ne cherchais pas à comprendre. Je n'espérais pas que quelqu'un me verrait enfin ou dirait ce qu'il aurait dû dire il y a des années. J'avais cessé de frapper, et aujourd'hui, elles aussi. Alors que je me tournais vers la maison, la porte moustiquaire a grincé et s'est refermée doucement. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien là-bas que j'avais besoin de voir. À l'intérieur, la lumière du soleil s'était répandue sur le même endroit du sol où mon père se tenait autrefois, tenant des plans et se parlant à lui-même comme s'il construisait déjà ce qui n'existait pas encore. Et j'ai souri, car je faisais la même chose maintenant. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui étais resté dehors.